Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec M. Frédéric Guigman. Il est ambassadeur. Il nous a reçus chez lui à 87 ans aujourd'hui. Il a accepté de nous ouvrir ses portes pour qu'on puisse échanger sur sa vie, mais également donc sur l'actualité politique au Burkina Faso. M. Guigman, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous avoir acceptés. Je le disais tout à l'heure, c'est un énorme plaisir pour nous que vous ayez accepté de nous ouvrir vos portes. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. À part un peu d'arthrose qui me torture, eh bien, la machine marche assez bien. À 87 ans aujourd'hui, vous êtes toujours en forme. C'est l'image que l'on constate, les téléspectateurs le remarquent avec nous. C'est quoi votre secret à vous? Oh, je l'ai déjà dit. Se lever tôt le matin, avoir une activité intellectuelle intense, ne pas trop boire de whisky, et puis surtout éviter trop de faire bunga bunga comme Berlusconi et Kadhafi, et puis manger normalement. C'est tout. Vous pensez qu'il y a beaucoup de dérives au niveau alimentaire ou encore d'hygiène de vie qui Oui, font il y a que... beaucoup de dérives alimentaires. Moi, j'aime pas manger dans les maquis et puis tout le reste là, les choses, le fast-food et consorts, c'est pas ma tasse de thé. Non. On vous dit que l'espérance de vie dans un pays comme le Burkina est très bas parce que tout simplement les gens ont de mauvaises manières de se nourrir, de se comporter dans la société et tout ça. Oui, depuis un certain temps, parce que du temps de mes parents, c'était très long. On vivait très longtemps avant la colonisation et pendant la colonisation. À partir de l'indépendance, toutes sortes de saletés sont rentrées. Qu'est-ce que vous appelez saleté? Oh, des nourritures importées comme on pense être meilleures que nos plats ordinaires et qui en fait, n'est-ce pas, sont des poisons. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut consommer burkinabé comme l'a dit un certain Thomas Sankara de par le passé? Bien sûr, il faut consommer burkinabé, c'est-à-dire consommer ce qu'on cultive, mais pas nécessairement des produits du pays. La pomme de terre n'est pas de notre pays, par exemple. Le haricot vert non plus. Mais nous en produisons quand même. Alors on en produit, donc on doit en manger. Ça, c'est pas... Sankara n'avait pas eu une idée géniale, vous savez. Mais elle est quand même d'actualité, quoi qu'on dise, tout le monde se réfère à lui. Elle est d'actualité, mais depuis, dans mon enfance, que consommaient nos parents? Mes parents, moi. Mon père était fonctionnaire, mais qu'est-ce qu'on consommait? On consommait burkinabé, il s'habillait burkinabé, c'est ce que vous appelez fassi d'Anfani. Faso d'Anfani. Faso quoi? D'Anfani. Ok, whatever it is. Eh bien, mon père, il s'habillait comme ça, mais il y a des circonstances où ça doit se faire et des circonstances où ça ne doit pas se faire. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que vous voyez, les peuples ont quand même une mentalité commune à travers le monde. C'est tout de même une identité culturelle à défendre, parce qu'on voit que c'est... L'identité culturelle ne se défend pas par là. Si les Japonais, les Chinois, les Coréens avaient voulu défendre l'identité culturelle avec leur kimono et consorts là, ils ne seraient pas arrivés là où ils sont aujourd'hui. Je ne vous apprends rien sur un exemple concret que je peux vous donner. À l'ONU, par exemple, pour avoir eu la chance de faire un tour, vous allez vous rendre compte qu'il y a des soldats indiens qui sont habillés avec les mêmes attributs de leur pays et tout ça. Attention, c'est-à-dire les soldats indiens qui sont habillés... Ce n'est qu'un exemple parmi nous. Oui, mais les soldats indiens qui sont habillés comme ça, ce sont les Sikhs. C'est une question de religion et une question, n'est-ce pas, d'ethnie spéciale, religieuse, mais qui a son habillement particulier. Vous voyez? Mais par exemple, moi j'ai été en Nouvelle-Guinée, Papouasie, quand j'étais ambassadeur, en mission de l'ONU, pour le corps de la Hollande. Eh bien, quelle est la tenue traditionnelle des Papous? Un chef Papou m'a dit d'enlever mon pantalon parce qu'il est indécent et de lui donner, il va en faire un chapeau. Et lui, il va me donner ce qu'il portait. Et qu'est-ce qu'il portait?
une grosse calebasse en tube comme ça, enroulée comme la queue de chose comment on appelle ça encore. Bon. Et il mettait son pénis dans le tube, puis il l'attachait par une ficelle, et tout nu, voilà la tenue correcte pour lui. Et pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le Burkina, pour vous, c'est alors non, moi je vous demande, quand même, est-ce que si la Papouasie était devenue indépendante, la Papouasie que j'ai été voir là, était devenue indépendante, ben, vous auriez trouvé vraiment correct que leur ambassadeur vienne là-bas, les fesses dehors avec son tube pénis là. Hein? Mais non. C'est-à-dire, il y a dans la tradition des choses qu'il faut choisir et qui mettent en valeur. Et il y a des choses qui sont obsolètes. Hein? Autrement, ça devient du folklore. Hein? Et quand c'est folklorique aussi, ça ne vous donne pas l'air sérieux. On ne peut pas traiter avec vous vraiment sérieusement. Ah, vous voulez dire quoi? Que les Burkinabés qui sont retombés dans le port du Faso d'Anfani aujourd'hui ne sont pas forcément sur le bon chemin? C'est devenu folklorique. Folklorique, oui. Mais nécessaire parce que c'est bien pour l'économie locale. Tout non, mais l'économie locale, on peut trouver autre chose. Ça peut, les travaux des tisserands peuvent servir à beaucoup d'autres choses. Et puis, vous voyez, pourquoi les militaires ne portent pas le Faso d'Anfani? Parce que ça n'irait pas. Alors, pourquoi le prince Charles, en Angleterre, porte-t-il toutes ces décorations-là dans certaines cérémonies et tout le reste? C'est pour frapper le peuple. Oui. Il y a des signes qui permettent au peuple de vous situer et de se dire pourquoi il doit vous respecter. Mais quand tout le monde ressemble à tout le monde, hein, eh bien, ça devient du folklore. Et ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas trop de sens de respect de l'État. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une question de discernement. Ouais. Et d'éducation, une question de discernement et d'éducation. Et puis, bon, de savoir se mettre à son époque, tout en gardant, n'est-ce pas, certaines choses. Les Japonais portent leur kimono quand ils rentrent chez eux. Les Burkinabés portent le Faso d'Anfani quand ils sont partout. Ils portent le Faso d'Anfani partout. Hein. Et je dis, moi personnellement, hein, je dis ça ne fait pas sérieux. Vous ne portez pas du Faso d'Anfani? J'en porte, mais dans certaines circonstances. Vous préférez votre costume cravate? C'est pas que je préfère. Je m'habille selon l'habillement normal de mon époque. Oui, c'est tout. Alors, parlant de culture, vous avez parlé tout à l'heure donc de changement dans la mentalité. Au Burkina Faso, on a une jeunesse aujourd'hui qui est profondément dans l'incivisme aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il fallait s'attendre à cette pratique-là aujourd'hui? Mais tout ça, ça contribue, n'est-ce pas, à engendrer l'incivisme. Parce que, vous voyez, il faut quelque chose qui vous distingue quand même, excusez-moi l'expression, de ce qu'on appellerait en latin le vulgum pecus, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le vulgaire troupeau. Il faut quelque chose qui vous distingue. Quand vous avez une certaine autorité, quand vous avez, n'est-ce pas, un certain devoir à faire, et qui réclame que les gens considèrent pourquoi vous faites ce devoir-là et que c'est pour eux. Mais si vous ressemblez à tout le monde et que vous voulez maintenant que tout le monde obéisse à vos ordres qui ne sont pas les ordres de tout le monde, je vous dis, c'est pas ça. Vous faites allusion à qui? Parce que j'ai fait allusion à personne, mon cher. Oui, mais vous parlez avec beaucoup d'images. À vous d'en juger, oui. À vous d'en juger. Oui. Mais je ne fais allusion à personne. C'est à vous d'en juger. Vous voyez? C'est ainsi, par exemple, n'est-ce pas, que même dans les religions, eh bien, les prêtres, déjà, ils s'habillent en soutane, normalement. Et même quand ils s'habillent en civil, pour certaines, pour leur messe et tout le reste, ils ont ce qu'on appelle le vêtement liturgique. Et le vêtement liturgique de l'évêque n'est pas semblable à celui, n'est-ce pas, du prêtre.
Lui, il a en plus, n'est-ce pas, la crosse et la mitre. Vous voyez? Et puis l'archevêque, il a en plus, n'est-ce pas, le pallium. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des signes qui extollent l'autorité et ce que vous représentez. Et quand vous ne tenez pas compte de ça, ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait pas de l'incivisme. Le manque d'autorité finalement, est-ce qu'il faut aujourd'hui la répression, il faut durcir les conditions auprès des populations pour leur faire comprendre qu'il y a une autorité qu'il faut respecter? Non, je ne crois pas qu'il faut la répression comme certains le pensent. Il s'agit tout simplement, n'est-ce pas, d'être honnête avec soi-même et avec les gens. Tu vois, et de savoir se présenter aux gens et présenter les choses et expliquer les choses aux gens. Ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Jamais. Jamais. Oui. Alors, parlons des questions politiques. On reviendra peut-être plus tard sur la question de l'incivisme. Parlons des questions politiques. Oui. Depuis que vous avez perdu à la présidentielle, vous avez même du reste été devancé par Rambo et Drago, vous avez disparu des radars. Est-ce que c'est le choc qui vous a fait quitter finalement? Oh, quel choc! D'abord, je savais que j'allais perdre. Et puis vous êtes quand même parti. Et je suis quand même parti. Vous voyez, la situation à l'époque est semblable à la situation aujourd'hui. La preuve, au congrès du CDP qui vient de se terminer, j'ai rigolé, n'est-ce pas, de la prestation de Zéphirin Toé. Diabré. De Zéphirin Diabré. Hein? C'était vraiment sidérant. Hein? Vous pensez qu'il n'aurait pas dû tenir de tels propos? Oh non, il n'aurait pas dû. Parce que voilà, pour vous remettre les choses en place, tous ces gens-là, tous, ils ont tous contribué à faire la révolution de 2014. 82. Bon. Ils étaient tous du même idéal. Et puis, il y a eu, pour faire, n'est-ce pas, cette révolution-là, le ROC, le regroupement des officiers communistes, l'UBC ou je ne sais quoi, l'Union des communistes burkinabés, l'UCB, l'Union des communistes burkinabés, le PAI, le Parti africain d'indépendance, de Souman Touré. Avec Souman Touré et les autres. Il y a eu le PCRV, etc. Puis ils ont fait leur révolution ensemble. Bon, cela signifiait qu'ils avaient le même idéal à appliquer. Mais qu'est-ce qui a finalement amené l'élimination de Sankara? C'est que chacun avait ses calculs. Mais l'idéal n'était pas commun. Le communisme n'était qu'un moyen, un outil pour arriver à ce qu'on voulait par son immoralisme politique. Aussi bien, ça devait se terminer comme ça. On ne gouverne pas un pays à 4. Il faut que quelqu'un berce. Alors, quand ce moment est arrivé, eh bien, c'est celui qui dégainait le premier qui passait. Alors, résultat, Sankara, Lengani, etc. Ils ont tous passé. Bon, mais je ne vais pas continuer dans ce sens-là. Rentrons maintenant dans le Front populaire. La plupart de tous ceux qui ont participé à l'élimination de la faction Sankara ont constitué le Front populaire. Alors, les Diabrés et tout le reste étaient dedans. Et tous ceux qui gouvernent aujourd'hui étaient dedans. Puis finalement, le Front populaire aspirait à devenir parti unique État. Parti unique État. Voilà. Alors qu'on sait qu'après l'assassinat de Thomas Sankara, clairement, ils ont ouvert le jeu. On a parlé même du multipartisme au Burkina Faso. Oui, mais c'est après. Oui. Après, parce que l'évolution du monde, ce qui s'est passé à l'époque, le mur de Berlin était tombé, et puis il y avait tout un tas de choses. Ça a forcé quand même, et puis ailleurs, il y avait les conférences nationales souveraines qui s'étaient. Alors ça a forcé quand même
hein, ben, le Front populaire a se déclaré parti au DPMT. Bon. Le mouvement du travail qui suivait là, ça c'était, n'est-ce pas, pour un peu jeter de la poudre aux yeux aux travailleurs, aux gens. Bon. C'était pour attirer la sympathie du monde du travail, finalement. Pour attirer les idiots. Oui. Bon. Alors, donc, et après ça, ils ont tous été dedans. Puis, Salih Diallo, qui était, n'est-ce pas, la tête pensante pour beaucoup. La tête pensante du groupe, comme vous dites, oui, a imaginé maintenant le CDP. Je lui avais dit, tu reviens à votre ambition, n'est-ce pas, de parti unique. En créant le CDP? Oui. Bien que le multipartisme ait été consacré par la Constitution. Oui, je lui ai dit ça. Et Salih Diallo a eu une autre idée qui prouve que je n'avais pas tort. En créant ce système, n'est-ce pas, de représentation officielle de l'opposition. Le chef de l'opposition. Chef de file de l'opposition. Comme ça existe en Angleterre. Je lui ai dit, mais nous ne sommes pas des Anglais, Salif. Ça ne peut pas marcher parce que dans l'opposition, ceux qui s'opposent à un gouvernement, eh bien, ils s'opposent pour leurs propres raisons. Tu ne peux pas les remettre, n'est-ce pas, en un bloc unique. Donc, c'est un regroupement qui n'a pas de sens pour vous. Ça n'a pas de sens. Et puis, ça faisait en sorte, n'est-ce pas, que si en Angleterre ça se fait comme ça, c'est parce que le chef de l'État, la reine ou le roi, est au-dessus des partis. Et le Premier ministre gère un gouvernement de coalition. Le Premier ministre est le chef du parti qui gagne les élections. Ou à défaut, c'est une coalition qui gère voilà. le pays. Mais c'est le Premier ministre de la reine et l'opposition est l'opposition de la reine. Vous voyez? Donc Blaise devenait en quelque sorte une espèce de roi qui avait son opposition et qui avait aussi sa chose, son parti présidentiel. Et bon, l'opposition recevait, n'est-ce pas, le chef de l'opposition, comme vous dites, recevait, n'est-ce pas, bon, des honneurs, peut-être même, n'est-ce pas, des mensualités de quelque chose, je ne sais pas. Oui. C'est consacré, c'est... Oui, mais c'était une manière de le rattraper et de faire en sorte, n'est-ce pas, que, ben, en fait, il appartient au chef de l'État lui aussi comme le parti majoritaire. Donc vous voulez dire que et la preuve, c'est qu'aux élections de 2008, c'était Maître Gilbert Ouédraogo avec son ADF, qui était chef de l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est carrément rangé pour voter avec le parti de Blaise. Vous comprenez ça, vous? On pourrait ranger ça dans les annales de l'histoire du Burkina. Là où on peut nuancer peut-être votre argument, c'est le fait qu'en 2014, les choses ont pris une autre tournure. Non, ça n'a pas pris une autre tournure du tout. Puisque, bon, pour continuer mon raisonnement, il y a eu donc, n'est-ce pas, la chute de Blaise. Mais avant la chute de Blaise, je prends le cas de Zéphirin Diabré. Il avait déjà quitté le CDP. Normalement, je présume que c'était parce que la politique de Blaise ne lui convenait pas. À l'image de toutes les personnes qui l'ont quitté, c'est le même argument qui est avancé. Exactement. La politique de Blaise ne leur convenait pas. Donc, il a quitté. Il a laissé les autres là-bas. Puis finalement, les autres ont quitté. Et c'est alors, n'est-ce pas, que eux n'ont pas rejoint Zéphirin. Ils ont formé le MPP. Puis d'autres partis, n'est-ce pas, bourgeonnies. C'était en 2014 et puis il y a eu le vent de protestation. Puis d'autres partis ont bourgeonné. Je crois que puis il y a d'ailleurs plus de 215 partis ou quelque chose comme ça, non? Il y a 150 partis politiques. 150 partis. Alors c'est quand même un peu trop. Alors, tous ces gens-là ont des projets de société. Ok, d'accord. Et puis, qu'est-ce qui se passe?
Voilà donc pour remplacer Blaise, il y a ces élections. Tous ceux qui ont quitté Blaise parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa politique, si vraiment c'était le bien du peuple qui recherchait, ils auraient dû se retrouver pour dire, bon, alors, mettons nos idées en commun et voir ce qui peut se faire pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller à ces élections-là. Non, chaque parti voulait, n'est-ce pas, la présidence. Et regardez le nombre de candidats qu'on a eu. Vous trouvez que c'est trop pour un pays comme le Burkina? C'était non seulement, c'était scandaleux. Scandaleux. Le nombre de candidats et la qualité des candidats qu'on a eu. C'est-à-dire, le pouvoir était devenu vulgaire. C'est comme si c'était quelque chose de tout à fait trivial. N'importe qui pouvait, n'est-ce pas, prétendre à être président de notre pays. Apparemment, ça vous fait très mal de savoir. Ça me fait très mal. Ah oui. Quand on arrive à ça dans un pays, il faut dire vraiment, n'est-ce pas, que les gens sont coucou. Complètement coucou. Et que ce n'est plus pour faire du bien, mais c'est la présidence qu'on veut pour des raisons particulières. Pourquoi faire? Oui. Alors donc, voilà donc, n'est-ce pas, ces élections qui passent. Le CDP qui se retrouve contre le MPP. Et l'UPC. Et l'UPC. L'UPC, c'est Diabré. Diabré. OK. Et voilà, n'est-ce pas, que le MPP gagne les élections. Et l'UPP qui retourne en tant que chef de l'opposition avec le CDP et la le CDP qu'il avait quitté. Donc il n'avait pas quitté le CDP, n'est-ce pas, pour des raisons valides. Justement pour s'opposer seulement au MPP. Vous pensez que ce n'est pas logique? Mais non seulement c'est pas logique, mais c'est indécent. C'est pas comme ça que moi je conçois la politique. Ouais. Et Diabré l'a dit au congrès, n'est-ce pas, du CDP qui vient de se terminer, que bon, avec, n'est-ce pas... Il y a 3 baobabs, il l'a dit. Oui. Quand 2 baobabs salis, ils peuvent terrasser donc le 3e. Il ne s'agit pas justement, il ne s'agit pas de terrasser de baobab. Toute la question est là. Il s'agit pas de... C'est comme si le pays avait été, n'est-ce pas, la chose de 3 groupes. Hein? Et puis, bon, les 2 groupes-là se battent, n'est-ce pas, pour se terrasser l'un l'autre. Hein? Est-ce une mauvaise interprétation de la situation politique dans le pays? Tout à fait. C'est un manque de compréhension totale de ce que pensent les gens et de ce que les gens ressentent. Oui. Parce que, moi je dis, si les 2 baobabs dont il parle là terrassent un baobab, il a dit que s'ils font ça, c'est pour faire cesser le chaos. C'est pas ça? En fait, s'ils font ça, ils vont installer plus que le chaos. Ce que les Hébreux appelaient le tohu-bohu. Le tohu-bohu, chez les Hébreux, ils disent, n'est-ce pas, qu'avant que Dieu ne crée le monde, c'était le tohu-bohu. Ouais. Bon, c'est ça qu'on a essayé de traduire par chaos. Mais chaos ne rend pas totalement l'idée de tohu-bohu. Tohu-bohu, c'est vraiment quand tout est mélangé, rien, on ne voit rien. On a totalement, n'est-ce pas, Alors, à vous écouter attentivement, vous n'avez pas du tout apprécié le discours qu'il a tenu à l'ouverture du congrès du CDP. Qui? Zéphirin Diabré. Justement, c'est le discours de ce que j'ai lu dans la presse que j'ai dit. Oui, je n'ai pas été au congrès, donc je n'ai pas écouté son discours. Mais, je dis, nos jeunes sont en train de jouer avec le destin d'un peuple magnifique. Hein? Un jeu très grave, très dangereux. Et avec l'insécurité qu'il y a en ce moment, le djihadisme surtout, n'est-ce pas, qui est là et tout le reste, eh bien, nous risquons de nous réveiller un jour sous la coupe des djihadistes et puis tout est terminé. Si on ne fait pas attention, ce pays-là va à sa perte. Avec, n'est-ce pas, ce jeu politique qui se joue là. Donc ce n'est pas comme ça que vous concevez la politique? Ah, pas du tout. Pas du tout.
Qu'est-ce qui fait que finalement la politique ne suit pas une certaine logique comme vous le pensez au Burkina Faso? Parce qu'il y a eu une génération qui a voulu se situer pour devenir, n'est-ce pas, une génération bourgeoise. Et pour cela, il fallait dénoncer d'abord une bourgeoisie qui n'existait pas. Vous connaissez la méthode marxiste, hein? L'attaque. Et on attaque en vous attribuant ses propres défauts. Et une fois maintenant qu'on est en place, eh bien, on se montre comme on est. Oui. Quand il y a eu les dégagements sauvages, bon, on a créé du vide dans l'administration. On a fixé à 50 ans le départ. Et puis ensuite, on a rempli ce vide-là avec des gens qui n'étaient pas formés, rien du tout. Mais qui sont des gens à vous, et puis vous allez vous formater pour pérenniser ce que vous allez installer. Oui. Et ainsi de suite. Alors, résultat. Eh bien, aujourd'hui, depuis 82, avec tout ça. Vous êtes nostalgique de cette période du Burkina? Mais non, mais ce n'est pas une question de nostalgie, mon cher. Laissez la nostalgie, les sentiments tranquilles. Je parle froidement. Je suis un homme d'État. Je ne suis pas un politicien. Je suis un homme politique. Oui. Et un homme politique doublé d'un diplomate, hein, sérieux, et de formation et de carrière. Donc, les sentiments ne rentrent pas dans ces considérations. Pas du tout. Oui. Mais je dis, ce que c'est, quand tu regardes aujourd'hui, c'est une bourgeoisie. Hein? La vraie bourgeoisie comprador, c'est ça qui s'est installé aujourd'hui. Hein? Aussi remarqué, même dans ce que vous voyez dans la ville, tous ces bâtiments qui poussent et tout là. On parle des signes du développement du pays. Mais c'est vous savez, on ne se développe pas à désordre. Vous voyez? On ne se développe pas en désordre. On a une vision du développement. Alors, revenons sur la question politique actuelle. Est-ce que vous êtes pessimiste un peu pour 2020 au Burkina Faso? À vous entendre attentivement, à vous écouter attentivement, on a l'impression que vous n'êtes pas du tout rassuré quand vous voyez le jeu politique actuel. Non, je ne suis pas rassuré, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Parce que si on avait voulu vraiment faire quelque chose de sérieux, depuis 1987, c'est-à-dire l'assassinat de Thomas Sankara, au lieu de se dépêcher, n'est-ce pas, de constituer pour aller à des élections et tout le reste, on aurait dû d'abord faire un examen de conscience nationale. Et pour cela, tenir une session des États généraux de la nation, c'est-à-dire ce que vous appelez les cadres et que moi j'appelle les super évolués, d'un côté, et puis les représentants du peuple réel, par catégorie, de l'autre côté, et tout ce monde-là va se mettre ensemble, sans oublier les chefs traditionnels, avec leurs délégations et tout le reste, sans oublier l'armée, avec sa délégation suivant ses corps. Et alors, on va avoir la palabre nationale pour essayer de sortir quelque chose, et sur cette chose-là, constituer. On n'a pas fait ça. Donc on a sauté plusieurs étapes, bon. Et c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. C'est pour ça, n'est-ce pas, bon, la constitution on vient encore, n'est-ce pas, de concocter, a été concoctée, n'est-ce pas, par ce que les Américains appelleraient les whiz kids. En droit, c'est-à-dire les enfants géniaux. En droit, eh bien, et puis ça va passer devant l'Assemblée. Ou à défaut, par un référendum. Pas à défaut, puisqu'on ne veut pas de référendum, justement. Et même si on envoie ça au référendum, oui, on va envoyer au peuple un texte que le peuple n'aura pas eu le temps d'étudier, de discuter. Vous voyez, or, c'était le moment où jamais, d'avoir les représentants du peuple,
Il y a eu quand même une commission constitutionnelle qui a réuni pratiquement toutes les catégories. La commission était composée. Voilà. Est-ce que la catégorie des bouchers est représentée dans la commission? La catégorie des petits commerçants avait des représentants dans la commission? Hein? Vous savez, vos commissions, ce sont des trucs à enterrer les vrais problèmes. Vous voyez, on nomme une commission qui vous prend quelque chose, mais c'est pas génial. Alors pour vous, la meilleure voie, c'est laquelle pour aller à une nouvelle constitution au Burkina Faso? Il aurait fallu passer par ce que j'ai dit, c'est-à-dire les États généraux, des représentants du peuple réel, des différentes catégories du peuple réel, qui se proclament assemblée constituante et assemblée constituante souveraine et qui déballent tous les problèmes. Vous voyez par exemple, le directeur fondateur du pays, mon ami Sigue, vient de publier un livre formidable. Succès mais formidable. Eh bien, ce qu'il a écrit dans ce livre-là, qui concerne, n'est-ce pas, la faillite des chefs d'État et tout le reste, ce qu'il a écrit dans ce livre-là, c'était du matériau très riche pour la réflexion d'une telle assemblée, par exemple. Pourquoi c'est comme ça? Et toute l'assemblée avec le peuple et tout le reste, on va s'expliquer, réfléchir à ça, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont des idées, qui auraient pu constituer le matériau. Ça aurait pu servir. Alors, pour vous, aujourd'hui, il n'y a aucune urgence à aller à une nouvelle constitution, alors que ça fait partie de l'une des promesses électorales du président, alors qu'on s'achemine vers 2020. Oui, il n'y a aucune urgence à aller à une nouvelle constitution. La 5e République n'a pas une urgence. Ça ne sera même pas la 5e République. Je l'ai déjà dit dans mes interviews. Ça sera la 4e République, peut-être. Pas la 5e. Parce que la 4e République n'a jamais existé. Dans la Constitution, où voyez-vous que la République a été proclamée? Aucun article de la Constitution ne proclame la République. Elle dit tout simplement le Faso est la forme républicaine de l'État. Mais la forme de quelque chose n'est pas la chose réelle. Donc il n'y a pas de 4e République. Tourner les choses de quelque manière que ce soit de alpha à oméga. Trouve rien du tout, on n'est pas arrivé. C'est pour ça, justement, c'est parce qu'on est en Faso que tout est complètement mélangé comme ça. En fait, chacun fait ce qu'il veut et tout ça. Rien n'est clair. On dit que l'armée est républicaine, mais l'armée n'est pas républicaine, elle est fasoienne. Et qu'est-ce que le Faso? C'est la forme républicaine de l'État. Oui. Comment voulez-vous de la discipline et du civisme dans ça? Alors, donc, s'il y avait une telle assemblée, comme je l'ai préconisé en 89. Et je l'avais préconisé d'ailleurs à l'instigation d'un jeune officier très intelligent, très patriote, qui avait été catastrophé, n'est-ce pas, par l'assassinat de Sankara et la division de ses collègues et tout ça. Il s'appelait Paul Bayel. Oui. Il avait même écrit lui aussi à ses collègues-là, les Sankara, les choses, etc., pour leur dire, n'est-ce pas, bon, maintenant il faut songer à une réconciliation nationale et tout le reste, laisser tout ça. Bon, on ne l'a pas écouté. Paul Bayel aujourd'hui a tellement souffert de toutes ces choses-là que psychologiquement, il est sonné. Il a perdu les repères. Oui. Il est dans la ville comme ça, il sait plus qui il est. Oui. Donc, je n'étais pas le seul. Alors, c'était à son instigation que j'avais lancé cette initiative-là. Vous n'avez pas été suivi? Non seulement je n'ai pas été suivi, mais pendant que d'autres pays prenaient mon idée et en faisaient la conférence nationale souveraine, c'est après seulement qu'ici, certains partis ont voulu la conférence nationale souveraine. Blaise l'a esquivé en créant un forum où il a fait son couscous à lui.
Et finalement, qu'est-ce qui est sorti du forum? Il est sorti plutôt cette constitution-là. Tu vois? Et ce sont les mêmes qui sont en train de réécrire la nouvelle constitution. Vous pensez qu'il y a déjà un problème de choix même des personnes qui ont travaillé? Mais bien sûr, mais je dis... Hein, beaucoup ont vu en Halidou Ouédraogo comme une personne d'une certaine probité qui peut diriger une telle structure. Oh, d'une certaine probité. À propos de probité, eh bien, si Halidou Ouédraogo était vraiment aussi propre qu'on le pense, il n'aurait pas créé le MBDHP. Il serait entré dans le MBDHP qui existait avant et qui avait été créé, et puis tâcher maintenant de dynamiser ça. Et ce MBDHP avait été créé du temps de Césaire-Beau. C'est mon frère dominicain, le père René Guirma, qui avait initié la création de cette affaire-là. Et il y a quelqu'un qui était un homme très intelligent, c'est Paul Zabré, qui avait travaillé vraiment, excusez-moi l'expression, qui avait travaillé comme un nègre pour en sortir les statuts et tout le reste, préparer tout et tout et tout. Oui. Et on avait créé ça sous Césaire-Beau, et même les Basile Guissou et tout le reste étaient rentrés dedans. Mais il fallait que les marxistes créent leurs choses à part. Oui. C'est pour ça, non seulement le régime de Sankara n'a pas respecté ce MBDHP-là, mais ils l'ont piétiné, écrasé, ils ont vilipendé Césaire-Beau, ils ont vilipendé la chose en disant que ça avait été créé, ne soit pour faire croire que Césaire-Beau était chose démocrate et tout le reste. Apparemment, vous n'avez pas digéré le fait qu'Halidou Ouédraogo ait créé le MBDHP en son temps. C'est pas que je n'ai pas digéré, c'est pas une question de digestion. Je dis, pourquoi chez nous, on laisse ce qui existe pour chacun vouloir construire sa chose? C'est ce qui amène le multipartisme avec 150 partis aujourd'hui. Justement, voilà, avec les OSC que nous avons, il paraît qu'il y a plus de 4000 OSC. Oui. Personne ne veut suivre ce que l'autre a dit, de peur que ce que l'autre fait, lui, il n'en profite pas. Alors chacun... Donc on est dans une dynamique d'intérêt personnel. Mais voilà, vous avez dit la chose. Et c'est ça qui va tuer ce pays-là. Tu vois? Le fameux proverbe à sagesse négative, moi aussi, qui dit personne n'enlève sa tête pour cueillir du fruit de baobab pour un autre. Or, il faut que cela arrive, il faut que quelqu'un enlève sa tête pour cueillir le taureau pour d'autres. Oui. Alors, il y a tout ça, n'est-ce pas, qui fait que vraiment... il faut que nos gens apprennent à se discipliner et que chacun sache se ranger et accepter quand même l'autre aussi, ses idées et tout le reste, et qu'on mette tout ça ensemble. Pour sortir le pays de la... Pour sortir le pays, n'est-ce pas, de ce que Donald Trump a dit, des pays de merde. De Donald Trump, là, on a beau se fâcher, c'est vrai. Mais ça aurait été un Africain qui aurait tenu de tels propos qu'on allait le voir hégémonie. Justement, parce que justement, les Africains n'aiment pas la vérité. Par exemple, quand ils ont dit que Sarkozy a dit que... l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Non, il a dit n'est pas entré assez. N'oubliez pas ce assez-là. Parce qu'effectivement, Abdoulaye Wade a bien dit que oui, mais nous avons participé à la Première Guerre mondiale avec nos tirailleurs, à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, d'ailleurs... La guerre d'Algérie aussi, avec le soutien des Africains. Alors, non, mais je parle de deux guerres mondiales, parce que la guerre d'Algérie était une guerre coloniale. Alors, les deux guerres mondiales, bien sûr, nous avons participé. Mais la preuve qu'on n'était pas assez entré dans l'histoire. On est entré dans l'histoire par les exploits de nos militaires là-bas, en particulier des Mossi. Hein? Et je vous dis d'ailleurs que les tirailleurs sénégalais qui sont morts pendant ces deux guerres-là, 75% étaient des Mossi, des voltaïques.
Oui, 75%. Donc notre pays. Alors, maintenant, au traité de paix en 1919, vous avez vu un seul noir assis avec les Clemenceau, les Lloyd George et tout le reste, n'est-ce pas, pour concocter ce traité de paix-là? Pas du tout. On nous a foutu à l'air, on ne comptait pas. On a été, n'est-ce pas, des esclaves qui ont servi à faire la guerre, c'est tout, mais allez-vous-en. Donc on a été sortis de l'histoire. Le seul noir, métis d'ailleurs, qui a participé au congrès de Versailles, d'ailleurs il n'a pas participé, il était dans le couloir et personne d'ailleurs ne le recevait et ne l'écoutait, c'était le noir américain Du Bois. Hein? Mais lui aussi, il prenait, n'est-ce pas, des vessies pour des lanternes. Il voulait, n'est-ce pas, qu'on donne l'indépendance tout de suite au Cameroun, à l'époque, et au Togo. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Hein? Le Cameroun anglophone opposé au Cameroun francophone, oui. tout ça. Non, il n'y aurait pas eu cette opposition-là, mais ça prouve déjà que le Cameroun n'était pas assez préparé pour devenir indépendant, moderne. Alors, revenons sur l'histoire du Burkina, c'est ce qui intéresse notamment nos téléspectateurs en grande partie. Oui. Je voudrais vous entendre sur la chute de Blaise Compaoré en 2014. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour le peuple se lève comme cela a été fait pour le chasser du pouvoir? Je m'y attendais. C'est pour ça que quand Yero Boli a commencé à vouloir me faire des stupides ennuis, le Front des refus RDA. Oui, de mesquinerie idiote, eh bien, voyant venir la chose et que tout s'est terminé dans un mur, j'ai préféré partir, d'autant plus que je savais qu'ils avaient des groupes de voyous, tueurs, qu'ils pouvaient actionner pour aller faire des crimes. La preuve, c'est arrivé au juge Nébier, c'est arrivé à d'autres aussi, mais on n'en a jamais parlé. Bon, alors, c'est pour ça, quand j'ai senti la menace venir, par différents signes et tout ça, eh bien, j'étais parti. C'est tout. Mais est-ce que vous avez été content de savoir qu'on a pu chasser Blaise Compaoré du pouvoir? C'est pas une question d'être content ou ne pas être content. Hein? Oui. J'ai pris seulement acte de quelque chose qui ne m'a pas étonné. Vous voyez? En ce qui concerne notre pays, bon, ma devise était devenue nil mirari, en latin, qui veut dire ne s'étonner de rien. Je m'y attendais. J'avais prévenu Blaise, le fantôme de Norbert et de Sankara te poursuivront tant qu'il n'y a pas des états généraux qui clarifient tout ça. Vous voyez, s'il y avait eu les états généraux qui se transforment en constituante, comme je l'ai dit, eh bien, peut-être que le coup d'État, n'est-ce pas, manqué du général Guinguéré en septembre 2015. Oui, n'aurait pas eu lieu. Là aussi, ça a été un combat qui a été mené âprement par le peuple qui a fait échec à des putschistes. Attends, ne confondons pas les choses. J'ai dit, le coup d'État du général Guinguéré n'aurait peut-être pas eu lieu. Et puis, pourquoi tout ce jugement-là bloque là-bas? Pourquoi? Parce que justement, eh bien, on a l'impression que c'est une justice des vainqueurs. S'il y avait eu des états généraux et qu'on posait tous ces problèmes-là et qu'on discutait franchement entre nous, le blanc de l'œil dans le blanc de l'œil, eh bien, je vous dis, ces choses-là ne se passeraient pas comme ça. Le peuple, le petit peuple serait tellement conscientisé à tant de choses, éveillé à tant de choses, que ça permettrait une construction solide de quelque chose de rationnel. Vous voyez? Pas tout le temps du rafistolage. Oui. Mais le coup d'État de Guinguéré en 2015, oui. Est-ce que vous avez trouvé que c'était l'une des erreurs à ne pas commettre? Oui. Vous savez, moi je suis arrivé ici un jour. J'ai téléphoné à Guinguéré pour lui dire que j'étais là et que j'aimerais le voir. Il a dit, bon, d'accord, je vais voir dans les jours suivants. Et le lendemain ou le surlendemain, il a fait son coup d'État. Vous avez souhaité le voir pour lui dire quoi? Non, je voulais lui dire tout simplement, écoute, dans cette situation-là, clarifie ta position.
Apparemment, vous avez vu le mal venir. Oui, mais bien sûr. Clarifie ta position. Moi, je ne te connais pas. Hein? Je sais seulement que quand il y a eu l'accident de l'avion qui a tué beaucoup de nos compatriotes, eh bien, envers les familles, n'est-ce pas, des victimes, Guinguéré s'est montré d'une humanité absolument incroyable. Touchante. Tu vois? Alors, donc, je l'avais remercié pour ça. Et je sais aussi que pendant l'insurrection, quand l'ordre a été donné par le Premier ministre de tirer sur la foule, eh bien, Zida, qui commandait les troupes, il était déjà allé, et il tirait. Et puis ça cessait. Et je suis, moi, que c'était Guinguéré qui avait dit de cesser. Donc vous êtes en train de le réhabiliter d'une manière ou d'une autre? Je le réhabilite. Ce n'est pas une question de réhabilitation. Vous voyez, pendant la campagne électorale de 1998, oui, j'ai dit dans un discours que le pays est tellement empoisonné que finalement, même l'objectivité devient obsolète. On ne conçoit pas que quelqu'un soit objectif et vous dise les choses telles qu'elles sont. Oui. Alors, parce que, de toute façon, si j'étais l'avocat de Guinguéré et de tous ceux qui sont accusés là-bas, je ne prendrais certainement pas la voie que prennent, n'est-ce pas, ces avocats-là. Hein? Ils sont sur le mauvais chemin selon vous? Tout à fait, d'après moi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre la chose. Hein? Surtout s'ils veulent parvenir à ce qu'on considère les circonstances atténuantes et que éventuellement, n'est-ce pas, bon, certains même soient relaxés et tout le reste, eh bien, ils devraient être plus intelligents que ça et reprendre les choses dans le contexte historique de ce qui s'est passé. Oui. Alors là, ce serait plus vrai. Alors le procès est en cours, on va suivre ensemble l'évolution de la situation sur le terrain. Alors, je voudrais vous entendre sur les luttes syndicales au Burkina Faso. Le Front social est en ébullition, il y a un débat immense qui se mène sur le front commun. On parle même de remise à plat des rémunérations dans la fonction publique pour équilibrer les comptes pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça peut être une alternative pour sortir le pays de la grogne sociale? C'est-à-dire, là encore, c'est une catégorie, une partie du pays, c'est-à-dire les fonctionnaires. Oui. Moi, j'ai toujours considéré les fonctionnaires comme une bombe à retardement pour notre pays. Depuis 1966 Depuis 1954. Oui, depuis 1954. Je voulais parler de la chute de Maurice Yameogo. Non, 1954, Maurice Yameogo n'était même pas encore président. À l'époque, Maurice Yameogo était mon adjoint dans les syndicats. J'étais secrétaire général et Maurice Yameogo était mon adjoint, secrétaire adjoint. Oui, mais depuis ce temps-là, et j'avais déjà pris des dispositions pour déjà mener un syndicalisme constructif et non pas un syndicalisme revendicatif à toute chose. Oui, parce que même quand Maurice Yameogo est arrivé, il a été l'un de ceux qui ont volé pour l'État, usurpé pour l'État, eh bien, un acquis formidable des syndicats, surtout du secteur privé, eh bien, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. J'ai été un des fondateurs, parmi les syndicalistes, de la Caisse nationale de sécurité sociale, et ceux qui ont travaillé avec moi à ça en 1955, eh bien, c'était Famori Koulibaly, secrétaire général du syndicat MC-Ban autonome de Bobo, et Mathieu Traoré, secrétaire général des syndicats du bâtiment à Bobo, et Frédéric Traoré, qui était secrétaire général du syndicat de l'agriculture. Et quand nous avions fondé la caisse, nous avons résisté à Oufouette Boigny, qui poussait pour que la caisse soit confiée aux sociétés d'assurance françaises. Et grâce à moi, mes camarades ont compris que
les assurances françaises allaient faire de l'argent, des sociétés capitalistes allaient faire de l'argent sur l'argent des travailleurs, pas question. Et la caisse sera autonome. Et dans la commission consultative du travail, eh bien, nous avions tenu bon et nous avions obtenu une caisse autonome qui nommait son directeur et tout et tout et tout. Pourquoi? Parce que moi je voyais que cette caisse-là était le premier pas vers l'assise, la première brique pour l'assise des systèmes de sécurité sociale. Pour l'ensemble des travailleurs. Pour l'ensemble des travailleurs. Et c'est à cause de ça que, en 1959, j'ai créé le syndicat des travailleurs libres, les syndicats du marché là. C'est moi qui les ai créés, aidé par un homme qui s'appelait Joseph Kietega. Vous voyez, bon, vous avez joué votre partition dans le syndicalisme. Moi, je voudrais vous entendre sur l'actuelle lutte que mènent les organisations syndicales. L'actuelle lutte que mènent les organisations syndicales, bon, il y a des choses où je les soutiens, il y a des choses où je ne les soutiens pas. Dans l'histoire des fonds communs, il y a des syndicats évidemment qui résistent qu'on règle cette affaire-là. Il faut régler cette affaire-là parce que c'est un vol. C'est un vol. C'est un vol. C'est-à-dire, on paye des pourboires à des fonctionnaires s'ils ont bien fait leur travail. Pourquoi ne pas en payer aussi aux infirmiers quand ils guérissent aussi leurs malades? Pourquoi ne pas en payer aussi à vous qui êtes venus m'interviewer ici et là? Si votre travail est bon, pourquoi en sus de votre salaire, il n'y aurait pas un fonds commun aussi pour vous payer un pourboire? Vous voyez la chose? Voilà. Mais Blaise avait institué, Salif avait constitué ce système-là comment? C'était une manière, n'est-ce pas, de corrompre une catégorie de fonctionnaires à se sédépiser et à pouvoir, n'est-ce pas, être toujours de mèche avec eux. Les organisations syndicales actuellement ne seront pas d'accord avec vous. Eh bien, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à regarder les choses en face. Vous voyez? Alors, donc, la remise à plat, là, le gouvernement a pris une bonne initiative. La remise à plat, donc, n'est-ce pas, des salaires des fonctionnaires, des droits des fonctionnaires, est tout à fait légitime. Et le petit peuple qui paye les impôts, là, si vous le consultiez, il vous dirait, n'est-ce pas, qu'il est tout à fait d'accord. C'est là qui est bien clair. Je voudrais vous entendre, on est pratiquement en fin d'émission sur la présidentielle de 2020. Alors, faut-il impérativement que les Burkinabés qui vivent à l'étranger puissent prendre part à ce scrutin? Eh bien, voilà, les Burkinabés qui sont à l'étranger, il faut faire attention. Il y en a qui disent, n'est-ce pas, j'ai lu dans la déclaration du CFO, je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est encore, CF quoi? CFO C'est faux. C'est faux, ok. Chef de file de l'opposition politique. Apparemment, vous avez des problèmes avec l'opposition. Non, ce n'est pas des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sigles que bon, les lettres se bousculent dans ma tête. Oui. Bon, ok. Bon. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, leur déclaration, ils disent oui qu'il n'y a pas de raison que le Sénégal le fasse, que la Guinée le fasse, que le Mali le fasse et que nous ne le fassions pas, en particulier pour nos travailleurs qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, ils connaissent mal le problème. Les Guinéens, surtout les Sénégalais et les Maliens, expatriés, ce sont des expatriés différents de nos expatriés en Côte d'Ivoire. Ce sont des expatriés mercantiles, volontaires. Et allez les voir à Paris, ils vendent toujours quelque chose. Ils ont leurs propres activités. Tandis que nos expatriés sont d'origine expatriation servile. Et ça a commencé depuis 1909 à l'application du plan Roum par le gouverneur général Roum, ce plan qui devait équiper toute l'Afrique occidentale et qui a vraiment forcé le travail forcé
sur les Mossi surtout. Donc pour vous, on n'est pas dans la logique de pouvoir faire des élections à l'étranger pour le moment? On n'est pas dans la logique de pouvoir faire des élections, mais pour les expatriés. Oui. Je dis que nos expatriés en Côte d'Ivoire surtout sont des expatriés serviles. Parce que ils dépendent totalement des Ivoiriens. Alors, ils ont tendance à ce que, eh bien, le régime ici soit à la botte du régime en Côte d'Ivoire, dans l'espoir que ça améliorera leur sort là-bas. Mais ils ne voient pas le sort du pays ici. Ce qui fait que, avec leurs 4 millions, s'ils vont finir par élire le président de ce pays-là, c'est grave. Alors, il y a une mesure, n'est-ce pas, à prendre en homme d'État et en diplomate chevronné. C'est tout simplement d'éviter cela. Mais il y a la promesse électorale qui a été faite par le président. Oui, mais ce n'est pas nécessaire qu'il l'exécute tout de suite. S'il y avait eu justement cette histoire de constituant dont je parle là, on aurait réglé ce problème-là clairement avec eux. Voilà, je vous comprends, vous n'êtes pas d'accord, c'est clair. Alors, je voudrais, on est en fin d'émission, l'émission est presque terminée. Vous et la politique à 87 ans aujourd'hui, c'est terminé. La politique est un devoir civique. Tout homme intelligent qui a encore sa tête doit faire de la politique. Oui. Pour servir son pays. C'est tout. Quels sont les conseils que vous avez pour les jeunes qui sont dans la politique aujourd'hui? De se ressaisir et de se dépolitiser, justement. Tout en faisant la politique. Non, c'est-à-dire, les étudiants sont trop politisés en ce moment. Oui. Il faut se dépolitiser. Et puis, eh bien, de toute façon, le sort des jeunes dépend de ceux qui sont déjà en place. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme structure qui va permettre aux jeunes d'avoir où s'orienter? C'est ça le problème. D'accord. Une dernière question, la toute dernière. Le Burkina est victime de terrorisme aujourd'hui. Quels sont les conseils? Selon vous, quelle est la solution en 1-2 minutes qu'on peut faire pour lutter contre cette barbarie, contre le Burkina Faso aujourd'hui? Eh bien, je dis encore une fois, une assemblée constituante aurait permis de discuter de la question avec tout le peuple, entre nous, et puis responsabiliser chacun. Voilà. Parce que vos corps là, il ne faut pas prendre ça à la légère aussi. C'est un système qui existait avant la fondation des Mossi. Et quand les Mossi ont été fondés, ils l'ont gardé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'armée ni de police institutionnelle. Vous voyez? Alors, quand les gens ont senti dans la situation actuelle là, que il n'y a pas de sécurité, l'insécurité est totale et tout ça, le réflexe atavique est revenu et ils ont créé leur Korloweto. Entre parenthèses, le pluriel c'est Korloweto, c'est pas Korlowego. Vous voyez? Et en ce sens, il y en a qui sont bons, mais il y en a aussi qui en profitent pour faire du n'importe quoi. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup à dire dans les Korloweto qui auraient instruit et aidé beaucoup plus que maintenant. Mais ceux qui viennent d'attraper les 2 voleurs de Barsaloro là, les bandits de Barsaloro là, eh bien, voilà une preuve, n'est-ce pas, que ça peut être utile. Oui. Excellence Frédéric Guilma, merci à vous. Merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de revenir vous interviewer pour parler d'autres sujets, avec plaisir. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents mois en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.